Bonjour à tous et à toutes. Je me présente, je suis Hachem Eji, je suis le président de Palmed de France. Je remercie Monsieur le député Porte pour nous inviter. C'est un honneur pour nous d'être là et avec vous. Nous sommes reconnaissants de votre engagement à côté de notre peuple. Nous vous remercions. Juste pour dire quelques mots de Palmed. Palmed, c'est une association européenne. Nous sommes présents dans 10 pays d'Europe depuis 2008. On a des projets avec les hôpitaux palestiniens à Gaza et en Cisjordanie, même dans les camps de réfugiés au Liban. On a déjà envoyé des missions médicales de manière régulière, même avant la guerre actuelle. On envoie des médicaments à Gaza. Si on organise des formations pour les collègues des médecins palestiniens, soit de Gaza, soit de Cisjordanie, même de Liban, de camps de réfugiés de Liban, qui viennent ici en France pour faire des stages de formation dans les hôpitaux français. Et je remercie encore une fois et je laisse les paroles à mes collègues. Bonjour à tous, je me présente, moi c'est le docteur Bouchakour Chemseddine, je suis anesthésiste réanimateur, j'ai eu l'honneur et le privilège d'aller à Gaza, alors c'est un peu particulier quand j'ai des privilèges, mais honnêtement pour moi c'était le cas, du 23 janvier au 5 février. Alors on était exactement à l'hôpital européen de Gaza, qui en réalité ressemble plus à une ville, à l'intérieur d'une ville, qu'un vrai hôpital. Tout simplement pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de cet hôpital, eh ben, on a l'impression qu'il y a des rues à l'intérieur, avec des gens qui vivent à l'intérieur. Et les images, c'est pas ça qui manque pour en témoigner. On a même des gens en fait qui qui cuisinent à l'intérieur de l'hôpital. Il y a des enfants qui jouent à l'intérieur de l'hôpital. Il y a des cadavres qui traversent en fait les couloirs de l'hôpital. Et on a l'impression que c'est quelque chose d'habituel dans cet hôpital-là. Alors, si je résume, vraiment, en fait, pour moi, ça donnait ça. C'est une espèce de petit village de 25 000 à 30 000 habitants qui vivent à l'intérieur et à l'enceinte, entre l'intérieur et l'extérieur, mais à l'enceinte de cet hôpital-là. Alors ça, c'est la première image qui nous a choqués, nous, en arrivant. Et ce qui est choquant plus, c'est que, en fait, l'accueil des Palestiniens. Alors, ils arrivent à trouver le sourire. Ils arrivent à nous accueillir avec un sourire, alors que la situation, tout le monde le sait, elle est dramatique et catastrophique. Sinon, par rapport à ma partie soignant, moi je suis anesthésiste, donc je travaille au bloc opératoire et je gère ce qu'on appelle les polytraumatisés, c'est-à-dire les patients qui sont graves. Et les patients qui sont graves, en réalité, c'est pas les plus graves. Enfin, j'ai envie de dire, avant qu'ils arrivent au bloc opératoire, ils meurent pour une grande partie avant. Je m'attendais à avoir un peu plus en fait de patients au bloc opératoire et j'ai une remarque à apporter, c'est le nombre d'enfants au bloc opératoire. En fait, au final, les enfants et les vieillards, il n'y en avait pas tant que ça proportionnellement à la population. Mais une lecture rapide des événements m'a fait comprendre que tout simplement, les enfants, ils n'ont pas le temps d'arriver au bloc opératoire, puisqu'ils meurent avant. C'est pour ça, en fait, qu'ils ne sont pas surreprésentés, alors que les images que j'avais moi avant de partir, c'était, je m'attendais à soigner plus d'enfants, mais en fait, en réalité, c'est parce qu'ils meurent juste avant. Et les conditions de travail à l'intérieur de l'hôpital, les images sont là pour le prouver, ils sont très difficiles. Les collègues médecins palestiniens que je salue par ailleurs, et puis les soignants aussi, ils font un travail formidable. La plupart, ils ne sont pas rentrés chez eux depuis le début de la guerre. Tout simplement pourquoi? Parce que d'abord, ils n'ont pas où rentrer. Pour la plupart, ils ont perdu en fait leur maison. Et
ils ont tous une histoire à raconter. C'est-à-dire à chacun, quand on discute avec eux, quand on prend le temps de discuter, ben, ils ont tous une histoire à raconter, que ce soit la perte d'un être cher, ou bien la perte en fait de leurs parents, ou bien ils se posent des questions sur l'avenir. Ils font du bon travail dans des conditions qui sont difficiles. Le deuxième point, c'est le nombre d'infections. C'est-à-dire que moi, mon travail, c'était de endormir les patients pour qu'on puisse faire les changements de pansement. J'ai eu l'occasion en fait de raconter ça, où il y a beaucoup de patients qui doivent revenir au bloc opératoire pour les changements de pansement qui ne peuvent se faire que sous anesthésie générale. Donc on est obligé de les endormir parce que c'est des pansements en fait qui sont très très douloureux. Et ça, c'est tous les 48 heures, et même avec les pansements, les changements de pansement toutes les 48 heures, eh ben, on arrive à avoir quand même en fait beaucoup d'infections, et du coup après, bah, on est obligé, par exemple pour les amputés, de monter un petit peu. C'est-à-dire que il y avait que la mi-jambe, après on passe à la mi-cuisse parce qu'en fait le moignon il est infecté. Et ça c'est un vrai problème, l'infection qui existe là-bas, et parce qu'on a affaire à des patients qui sont dénutris, on a affaire à des conditions d'asepsie ou de propreté qui sont un petit peu limites, mais vu le contexte, avec 30 000 personnes qui vivent à l'intérieur, c'est tout à fait normal. Et puis, parallèlement à ça, il y a d'autres patients qui arrivent, donc il faut les absorber. C'est-à-dire les patients qui viennent suite à des bombardements, suite à des blessures. Et là, je rajoute autre chose par rapport à ces blessures, c'est quand même impressionnant le nombre de blessures qui concernent l'abdomen, le thorax et souvent la tête. Voilà. Donc ça, il y en a beaucoup. À côté de ça, les gens, ils font ce qu'ils peuvent. Il manque du matériel médical à l'intérieur de l'hôpital. On est obligé, en fait, à chaque fois de travailler avec un système D. Et pour ça, enfin, franchement, ils m'ont impressionné, les collègues palestiniens, puisqu'en fait, ils ont toujours une solution à apporter, bien que la solution ne correspond pas tout à fait aux standards qu'on connaît ici en Europe, ou bien aux États-Unis ou ailleurs. Mais ça n'empêche qu'on est obligé de faire avec. Voilà ce que j'ai à dire. Je ne sais pas si je dois passer la parole à mes collègues ou je continue, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On peut continuer et après on écoutera vos collègues. Alors, je ferme la parenthèse en fait du bloc opératoire. Je parle du service de réanimation de l'hôpital européen. Alors, c'est une catastrophe. Le taux de mortalité, il est phénoménal. C'est-à-dire que tous les patients, en fait, en réalité, les blessés, ils s'en sortent pas pour la plupart. Ils meurent, ce qu'on appelle AJ2, deuxième jour, troisième jour ou une semaine après. C'est-à-dire que on les soigne, mais malgré tout, bah, y en a qui s'en sortent, et tant mieux. Mais pour la plupart, ils meurent en réanimation. Voilà. Sans compter, en fait, parce que le système de santé, il n'est pas fait uniquement pour absorber ces patients de guerre, mais il y a aussi les autres patients, ils ont le droit de se dégrader. Je pense aux patients diabétiques, je pense aux patients en fait hypertendus, cardiaques et insuffisants rénaux. Alors pour la petite information, c'est que tous ces patients-là, ils n'ont pas de traitement actuellement pour leur maladie chronique parce qu'il y a pas, il y a cet embargo. En tout cas, là actuellement, ils prennent plus de traitement, et ça rajoute au drame. Autre chose, c'est que les patients, ils meurent pas par bombardement, mais en réalité, en fait, ils meurent par manque de traitement. Et ça, il y en a beaucoup. Il y a autre chose aussi, en fait, qui est choquante dans ce que nous avons pu vivre. On a eu la chance, honnêtement, moi, personnellement, c'est comme ça que je vois les choses, c'est les enfants. Alors, au-delà des blessures, des bombardements et tout ça, il y a les nouveau-nés qui meurent, et on a été témoin en fait de ça, qui meurent par hypothermie. Parce que tout simplement, en postpartum, ou après l'accouchement, on a affaire à des mamans qui sont dénutries, démunies, qui habitent à l'extérieur et qui sont dans des tentes de fortune. Et bien évidemment, en fait, un bébé, si on le réchauffe pas et tout ça, enfin, il meurt dans les... Allez, on a eu des bébés qui sont morts, en fait, 5 heures après leur naissance. Et ça, c'est un drame. Voilà, c'est juste inacceptable. Et
j'ai dit un mot il y a quelques jours, je me suis posé la question personnellement. Est-ce que le fait de mourir dans ce système-là, en soi, et ça peut vous choquer, est-ce que c'est pas une chance en soi? Parce qu'en réalité, ceux qui ne meurent pas, et chez qui on fait des pansements régulièrement, ils finissent par mourir, mais dans la souffrance. Voilà. Et donc, on peut se poser la question, des fois, en fait, je me dis, est-ce qu'ils n'ont pas eu de la chance, en fait, finalement, que ça se termine, et puis voilà, quoi. Voilà. Je suis désolé, en fait, de le dire de la sorte, mais ça, c'est la réalité de ce que moi, j'ai pu constater sur le terrain. Voilà, je vous remercie. Je passe la parole à Imen. C'est l'autre? Ah oui. Bonjour à tous, pardon. Je suis Marie-Fille Mann, infirmière qui... Pardon. Je suis donc infirmière, urgence, réanimation et anesthésie. Donc je reviens il y a une semaine de Gaza, donc à l'Européen avec mes collègues ici présents. C'est très difficile encore. Donc je vais essayer de compléter, et pourtant je suis très interpellée par ce qu'elle vient de dire mon collègue, parce qu'on n'a pas beaucoup débriefé entre nous. On n'a pas eu le temps, on a retrouvé nos familles, et je suis très d'accord avec ce que tu as dit. Alors, pour un peu contrebalancer, Shem, c'était au bloc opératoire, donc quand il dit qu'il a vu un autre flux, moi j'ai vu une autre population, c'est que j'étais aux urgences. Donc vous imaginez bien ce que signifie ce service, c'est-à-dire c'est le premier service en lettres clignotantes à l'entrée de l'hôpital, c'est-à-dire que tout arrive et nous dispatchons. Donc autant vous dire que j'ai eu quotidiennement des patients arrivés déjà morts sur des civières ou portés par leur famille. J'ai eu des patients arrivés sur des charrettes tirées à dos d'âne parce qu'il n'y a plus d'essence pour amener les morts, ou parce que les ambulanciers ont trop peur de se déplacer dans certaines zones. J'ai déjà eu un âne arrivé qui est mort devant les urgences parce qu'on lui a tiré dessus sur le trajet. Et donc les patients qui arrivent déjà morts, on en a tous les jours. C'est-à-dire que les familles vous amènent leurs proches décédés. Je parle également d'enfants, mais ils n'y croient pas, donc ils vous l'amènent quand même. Il est souvent décédé dans la nuit, ils ne nous l'amènent pas dans la minute. Et il est déjà froid, c'est déjà un cadavre, pas d'autre terme. Il faut dire les choses comme je les ai ressenties. Et on vous regarde. Et comme vous êtes la seule étrangère du service, on estime que vous avez peut-être des compétences à pouvoir réanimer meilleures que celles de leurs médecins locaux. Et non, vous annoncez qu'il est mort et qu'on ne va rien faire. Donc ils repartent avec en hurlant, mais toujours en vous respectant. Donc ça, c'est pour la partie très matinale, parce qu'ils ne se déplacent pas la nuit, ils ont très peur de se déplacer la nuit. Et ensuite, la journée donc, commençait à peu près au lever du soleil, et elle était très intense, puisqu'on essayait de travailler en soignant les enfants. Beaucoup de plaies de la face, beaucoup d'exorbitation, un deuil qui n'existe même plus, de plaies de la tête, de la face, de l'abdomen. Comme l'a dit Shams, ils savent vous viser. Et puis des fratries aussi. J'ai déjà eu des fratries aux urgences. Moi, je sais que mon collègue Khaled, qui prendra la parole après, est urgentiste, et je l'ai vu. Pourtant, il est médecin urgentiste. Alors moi, on peut dire que je suis une femme ou une infirmière, ou voilà. Mais mon collègue urgentiste, je l'ai vu, et j'ai vu même Dr Pitti désemparé face à la situation. Je les ai vus en leur disant on y va. Et qui me disent mais est-ce que je peux avoir un brancard, Iman? Mais il n'y en a pas. Non mais là, il faut qu'on la réanime sur un brancard. Mais j'en ai pas les gars, tu te souviens? Donc les conditions sont chaotiques. Ça c'est pour vraiment ce que j'ai vécu au service des urgences. Moi je faisais ma journée, 80% de ma journée aux urgences, et ensuite j'allais en réanimation pour essayer de voir où en étaient les patients que j'avais intubés dans la journée. J'ai fait beaucoup d'actes médicaux qui en France je n'aurais pas le droit de faire, mais parce qu'aux urgences il y a beaucoup d'étudiants en médecine. J'ai eu la chance de travailler avec des médecins et des anesthésistes qui ont toujours été très encadrants, et je les en remercie aujourd'hui, parce que tout cela m'a servi à faire des sutures de plaies très complexes, à intuber, faire des ponctions d'acide, faire des actes qui ne sont pas du tout des actes infirmiers.
Et ensuite, quand j'allais en réanimation, voir où en était le patient qu'on avait apporté dans la matinée, qu'on avait transféré dans la matinée, et 9 fois sur 10, il était déjà décédé ou décédé le lendemain. Effectivement, le taux de mortalité est fou. On pourrait se demander pourquoi, puisqu'on a réussi à le réanimer aux urgences, mais les moyens ne suivent pas. Il est intubé, il faut pouvoir... C'est tout simple, mais un patient qui est intubé, on va utiliser des médicaments qui vont amener une production de mucus. Donc il faut aspirer ce mucus, sinon le patient s'étouffe. Quand vous avez un souci, vous toussez, il y a du mucus. Voilà. Là, il faut l'aspirer. Le système d'aspiration est HS, ou trop faible, ou je n'ai pas la sonde d'aspiration. Par exemple, ils n'ont pas de sonde d'aspiration de bonne taille. Ils n'ont que des minuscules sondes d'aspiration. Les conditions d'hygiène sont catastrophiques, mais vraiment, ils font du mieux qu'ils peuvent. C'est-à-dire qu'ils n'ont c'est-à-dire qu'une désinfection se fait en 4 temps, ils n'ont que le 4e temps, ils n'ont pas le premier, le 2e et le 3e. Ils le font quand même, ils essayent de le faire quand même. Alors ils le font plusieurs fois sur des champs très larges, ils essayent. Moi j'ai déjà été stoppée dans mon mouvement parce que, attends, d'abord on nettoie. Voilà, ils essayent de faire du mieux qu'ils peuvent, ils ont une humanité et une dignité que je n'ai jamais rencontrée auparavant. Et je veux les saluer pour ça. Voilà, donc ça c'était un peu pour la partie médicale. Ensuite, pour la partie plus humaine, l'hôpital est un lieu de vie avec beaucoup d'enfants qui n'ont plus de jeu du tout. Si c'était à refaire, je n'emmènerais pas de matériel médical puisque l'impact a été beaucoup trop faible dans mes petites valises. J'amènerais du chocolat, du café, beaucoup plus de bonbons que les 4 kilos que j'ai emmenés. Et j'apporterai du sourire plus que du soin finalement en tant que tel, puisque au final, à quoi ça sert? Ils sont tous amputés, ils finissent infectés, ils meurent. Donc autant apporter un peu de bonheur, parce que leurs conditions de vie sont déplorables. Depuis mon retour, je vais vous le dire de la manière la plus triviale que je le vis, depuis mon retour, j'ai l'impression d'être dans un monde de fous, de devoir expliquer qu'il y a des gens qui meurent. En 2024, il y a des réseaux sociaux, il y a des médias, et de devoir dire qu'il y a des enfants. Oui, man, t'es sûr que tu as vu des enfants mourir? Oui. J'ai moi-même aidé à extraire des balles de tête d'enfants, de visages d'enfants. Donc oui, il y a des enfants qui meurent, des femmes. Il y a les morts directes et il y a les morts indirectes. Je crois que notre étendard à nous tous sera Abir, 24 ans, maman d'un enfant de 4 ans, qui a perdu son bébé in utero. Vous en avez peut-être tous entendu parler. D'accord? Et qu'on a perdu 24 heures plus tard parce que, j'en tremble, parce que dans la cassette de gaz du sang pour faire les examens, il nous restait 11 possibilités d'examen. L'appareil vous dit combien de possibilités d'examen vous avez sur le reste de la cassette. Il en restait 11. Et je me revois poser la question, Khaled, tu étais là. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire une surveillance horaire? La réponse est Iman, on a 14 patients en réanimation. Si on utilise les 11, on n'est même pas sûr de la sauver déjà. Et ensuite, comment on fait pour les autres qui vont arriver? Et on ne sait pas si on va recevoir d'autres cassettes. Pour la petite histoire, ils en ont reçu une. 3 ou 4 jours après, ils ont passé plusieurs jours sans gaz du sang. Donc elle est décédée, cette maman. Ce n'est pas une victime de tir, c'est une victime de la guerre. Et elle n'est pas comptabilisée. Donc 20 000 morts, il y en a beaucoup plus. Il n'y a plus de dialyse. Enfin, il y a un petit centre de dialyse. Je ne dois pas dire qu'il n'y a plus de dialyse, ce serait un mensonge. Il y a un petit centre de dialyse, mais qui dialyse très peu, avec pas du tout la bonne fréquence. La fréquence, pour nous, occidentaux, est à peu près, selon les cas, 3 séances par semaine, 4 à 6 heures selon le patient. Là, ils font des petites séances intensives de 2 heures, pas 3 fois par semaine, parce qu'il faut surtout se déplacer, ne l'oublions pas, il faut beaucoup de matériel pour une dialyse, et ils sélectionnent. On est dans la sélection, donc on a travaillé comme eux, on a aussi sélectionné aux urgences, on a sélectionné qui ont réanimé et qui ont laissé mourir sur un brancard ou par terre sur le côté. Donc il faut parler de ces victimes indirectes, puisque ce monde de fous n'entend pas que les victimes directes soient des victimes. Il faut parler des victimes indirectes, il faut parler du manque de moyens, il faut parler des soignants aussi qui sont en deuil, qui font ce qu'ils peuvent, mais ils sont eux-mêmes en deuil. Ils ont tous perdu quelque chose, au minimum leur maison, au minimum. Leur voiture, leur maison, leur train de vie, leur argent, tout ça. Et ensuite, ils ont perdu des collègues, c'est-à-dire qu'en réanimation, il y a les photos des collègues sur les murs. Ils ont perdu des proches, ils ont perdu leur voisinage, ils ont tout perdu. Et ils soignent quand même.
Voilà, donc il faut parler de tout ça. Moi, j'étais catégorique. Il était hors de question qu'on me voie, qu'on m'entende. Je n'ai quasiment rien filmé. Il était hors de question. Je me suis même pas dit qu'il était possible qu'on puisse nous interroger à notre retour. Et en fait, c'est à leur demande que je suis là. Pardon. C'est à leur demande, c'est à la demande de soignants, de civils, de personnes qui, quand je voyais d'autres collègues filmer, et je tiquais un peu et je leur demandais si ça les dérangeait pas. Ils m'ont dit non, il faut filmer, il faut montrer la réalité. Et je crois même qu'il y a une vidéo que Monsieur Porte a postée où on entend un de nos collègues sur place et comprenant un peu l'arabe, il y en a un qui dit non, laisse-le filmer. Ça, je l'ai vu plusieurs fois. Non, il faut qu'on voit ce qui se passe. Et j'espère que ce monde de fous, pardon, c'est pas l'endroit approprié pour parler comme ça, mais je crois vraiment que il faut le dire comme je le pense, c'est pas possible. Il faut au minimum une trêve, au minimum une trêve, au mieux évidemment un cessez-le-feu. Et cette trêve doit arriver rapidement, s'il vous plaît. Ils sont en bout de course, sur le mental, sur le physique. Là, j'ai un de mes collègues avec qui je viens de recevoir son message, qui me dit qu'il va monter dans le nord. Je lui réponds non, c'est trop dangereux. Il me dit, il vient de me répondre, j'envie les morts. Donc il monte, parce que sa famille lui manque. C'est trop dangereux, j'ai peur pour lui, parce il est médecin, il a 24 ans, il est tout jeune, enfin il est étudiant. J'ai peur pour lui parce qu'il peut avoir un profil physiquement type. Voilà, il se dit, au pire, je meurs, c'est pas grave, et puis au mieux, je peux voir mes parents. Voilà. Merci de votre écoute. Bonjour, je suis... Bonjour, je suis urgentiste, Khaled Benoutrif, je pratique à Toulouse. Je suis aussi qualifié en médecine de catastrophe, donc normalement, pour faire face à ce genre de situation. J'étais en mission avec Palmed du 22 janvier au 6 février. On a été affecté à l'hôpital européen parce qu'il a été construit par l'Union européenne et géré initialement par l'Union européenne. Après, se sont passés le relais. Cet hôpital se trouve à Khan Younes. Khan Younes, c'est un gouvernorat qui se trouve entre le gouvernorat de la ville de Gaza et du gouvernorat de Rafah, qui est accolé à la frontière égyptienne. Cet hôpital est le seul hôpital qui reste des 13 qui étaient présents sur la bande de Gaza. Tous les autres ont été soit bombardés directement, soit assiégés et donc diminués et interdits à la population et aux gens nécessitant de soins, blessés ou patients. Cet hôpital, c'était pas le plus grand, je pense que c'était le Shifa ou Nasser qui était le plus grand, mais il a une capacité de 400 lits. Il en accueille 900 actuellement. Les gens viennent de toutes parts, mais la plupart n'arrivent pas, comme m'a dit ma collègue. Ils n'arrivent pas parce que la route, il n'y a pas de transport, la route n'est pas sécurisée, ils sont ciblés par des drones, ils sont ciblés par des raids. Effectivement, donc cet hôpital est totalement envahi par une population dont le rayon, le proximal 20 à 25 000, qui sont à l'intérieur même, dans les couloirs, dans les pièces, dans les escaliers et même les ascenseurs. Et dans un rayon plus grand à 70 000 qui sont tout autour de l'hôpital. Ils viennent chercher essentiellement la protection. C'est totalement une illusion parce que les hôpitaux, on l'a vu, ils sont ciblés. Les soignants, ils sont ciblés. Les médecins, j'en connais, Shams pourrait dire, le pédiatre qui a été poursuivi et la maison a été bombardée à 3 fois. La 3e, il a perdu son bras, il me semble, et il a perdu sa maman, sa femme et sa fille. Cet hôpital, il est presque pas fonctionnel parce que à l'intérieur, c'est le souk.
il y a du monde partout. Ils jouent, ils cuisinent, ils vivent. Se déplacer, c'est très difficile. Assurer une propreté, c'est impossible. Donc la poussière, elle est partout. Les saletés. Ils viennent et rentrent partout. Des gens qui viennent chercher le linceul, ils ouvrent la porte du service de réanimation et ils coupent un bout de tissu et ils sortent pour enterrer leur mort. Le manque de médicaments, les antalgiques, les morphiniques, les antibiotiques, de quoi faire des pansements, c'est très très peu et les soignants vivent le jour au jour. Ils font avec ce qu'ils ont sous la main. Pour le personnel, je confirme ce qu'ont dit mes deux collègues. En effet, le personnel est là. Ils ont récupéré beaucoup de personnel des hôpitaux qui ont été touchés. Ils sont arrivés. Il y a beaucoup de volontaires, il y a beaucoup d'internes, d'étudiants en médecine, des volontaires qui sont là pour aider. Mais ils sont fatigués, ils sont meurtris, ils sont surmenés, ils ont la tête ailleurs. Et ça, on l'a vu tous. Dès que tu leur parles, il suffit de leur parler pour savoir ce qu'ils endurent. Ça, c'est la partie de manque, les médicaments. Moi, j'étais en urgence et je voulais voir pour refaire l'organisation avec le professeur Pitti. Et ils nous ont dit, on a des plans de catastrophe, mais celui-là, on est dépassé. Alors, on travaillait dans l'anarchie. Et je vous assure que c'était fatigant à force de voir, parce que c'est inefficace. L'hôpital est quasi paralysé, donc sur le transport, sur l'approvisionnement, sur la logistique, et il est paralysé. Et le seul hôpital qui reste, et c'est le seul hôpital qui reste. Le laboratoire, je pense que c'est plus de 60 à 70% des examens qu'il ne fait pas. Des examens essentiels, les électrolytes, le potassium. S'il y a une erreur sur le potassium, les patients meurent. Et cette patiente, je pense qu'elle en a souffert de ça. Les gaz du sang, Les urines, le sang. même les bandelettes pour les urines, même les bandelettes pour le glucose, ils n'en ont pas. Voilà un petit peu l'état des lieux de l'hôpital. Autour de l'hôpital, c'est la désolation, dès qu'il pleut, il y a de l'eau partout, il y a de la boue. Il y a une ville dans la ville, effectivement. Il y a une vie qui s'est faite autour de l'hôpital. Et heureusement, parce qu'on retrouve la mosquée, on retrouve le coiffeur, on retrouve le tailleur, on retrouve le cordonnier, on retrouve le petit restaurateur, on retrouve le petit marchand de légumes quand il en a. Tout ça, on l'a vu, on l'a vécu. Pendant le séjour, oui, on se lie aux gens, on se lie aux enfants, on finit par les connaître, ils connaissent nos prénoms, on connaît les leurs, et on se fait appeler, ils sont contents qu'on soit là. Pour eux, on représente une protection divine, peut-être. Ouais. Mais nous, on ne sentait pas du tout qu'on était vraiment en sécurité. Ouais. Les bombardements, c'était jour et nuit. Les moteurs des drones, que ce soit les drones de surveillance ou les drones tueurs, ils étaient là tout le temps. Les raids des avions étaient là tout le temps. Les obus, les missiles. Les déflagrations se rapprochaient de jour après jour. On l'a senti et ça tremblait à chaque fois. On était obligé des fois de se protéger dans le couloir parce que rester au bord des fenêtres, c'était dangereux. Et c'était un médecin militaire qui nous le conseillait, c'était le docteur Pitti. On retournait après, bien sûr. On s'est fait très rapidement. On n'avait plus cette peur et cette appréhension parce qu'on était en collectivité, on était tous ensemble. Et paradoxalement, je ne sais pas, mais moi je dis qu'on dormait bien. Sauf quand il y avait beaucoup de bombardements, mais on dormait bien. Très peu, mais bien.
Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, Rafa, moi je me suis déplacé. Des fois, j'ai pris des risques certainement parce que avec le docteur Pitti, on se déplaçait des fois. On nous a conseillé de ne se déplacer qu'avoir prévenu 3 jours à l'avance. Mais finalement, on a fini par prendre la voiture, la première qui vient, et on s'est déplacé sur Rafah. On a visité les centres de soins au plus près des camps de réfugiés. Donc on a vu la boue, on a vu la douleur, on a vu les souffrances. Et oui, avec des moyens qui sont quasi inexistants. Ils n'ont même pas de quoi ausculter une oreille, même pas d'autoscope. Ils n'ont pas d'extro, ils n'ont pas de rien. On a visité le centre-ville, on a visité les petits hôpitaux qu'il y a sur Rafah. Il y a un hôpital mère-enfant qui fait, dans les temps normaux, il fait à peu près au maximum 10 césariennes. Là, puisque c'est le seul, ils ont fait 30 par jour. Tout à fait. Avec très peu de moyens, très peu d'anesthésistes. Rafah, c'est pas une ville dans la ville, c'est plusieurs villes dans une ville. Rafah, c'est il me semble 55 kilomètres carrés. En tout cas, c'est une concentration la plus forte au monde, c'est 27 000 au kilomètre carré. Elle n'a rien pour accueillir une ville qui faisait 250 000 et qui voit arriver 1 200 000 en plus, avec toutes les répercussions, le réseau d'évacuation des eaux usées qui ressort dans la rue parce qu'il n'a pas été prévu pour une telle population, le manque d'eau, le manque de nourriture, le manque de vêtements. Ça, on l'a vu. Les gens nous accostaient dans la rue pour demander un vêtement, pour nous demander à manger, pour nous demander de l'argent, pour nous demander du lait pour les bébés. Parce qu'ils voyaient qu'on était des étrangers et donc ils nous accostaient à tout coin de rue. C'est ça, et c'est ce qui était le plus désolant, moi je trouve, c'est le regard des enfants. Les enfants qu'ils attendent d'être consolés, d'être rassurés, d'être d'une protection, d'une présence des adultes, là où les adultes ne peuvent pas la donner. Ça, c'était très désolant. Et on le voit autour de nous. Ces enfants perdus. Moi, je l'ai dit au groupe qui nous a réceptionnés au Caire. Moi, je pense que aider dans les conditions actuelles, c'est tout simplement pas possible. Il n'y a pas les conditions pour prodiger une aide efficace pour une population qui se fait massacrer. Je pense qu'il faut absolument un cessez-le-feu et pas une trêve. Une trêve, c'est-à-dire reprendre la guerre contre une population civile. On ne l'a pas dit, mais je le dis, c'est absolument pas de façon partisane. On n'a jamais soigné, on n'a jamais vu un combattant. Et je parle sous contrôle de mes 2 collègues et des autres aussi. On n'a jamais et on s'est déplacé librement. Sur la route, on n'a jamais été arrêté. Il y a une présence policière, certes, mais très, très, très discrète. Mais pas de combattants. Je vous remercie. Je souhaite juste rajouter à ce qu'il disait mon collègue. Alors, les enfants à Gaza, contrairement aux miens, ils savent ce que c'est le bruit du F-35. Ils arrivent à faire la différence avec le F-16. Ils arrivent à faire la différence avec les missiles ou un tir de tank. Et ils arrivent à déterminer la distance. Parce que nous, en fait, quand on entendait un bruit, eh ben, ça résonnait fort au bloc opératoire. On avait en fait même les murs. Après, on s'est habitué, comme il a dit mon collègue, on s'est habitué à ces murs qui vibrent là comme ça. Et eux, ils sont calmes, ils disent non, t'inquiète pas, c'est à 600 mètres. T'inquiète pas. Ben, je sais pas par quel moyen ils arrivent à le faire, mais on dirait qu'ils ont une expertise par rapport au bruit.
En fait, en fonction du bruit, ils savent ce que c'est et à quelle distance. Et ça m'a impressionné, quoi. Enfin, c'est-à-dire que de voir des enfants qui parlent de ça, alors que là, c'est l'année scolaire. Hein. Enfin, là, ici, moi, mes enfants, ils sont à l'école là ce soir. Enfin, aujourd'hui, en tout cas. Voilà. Vas-y, c'est bon. C'est bon? Je reprends juste pour les enfants. En effet, ramener peut-être des choses pour les enfants, en ce moment, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux à faire. On a fait une expérience, on a acheté, j'étais avec Dr Petit, on a acheté un certain nombre de jouets. Et oui, on a vu et on les a distribués le dernier jour, et on a vu justement comment ils se les sont arrachés, mais ils étaient très contents d'avoir ces jouets. Ils étaient très très contents. Voilà. Alors, je voudrais juste préciser quelque chose. Il faut savoir que ces enfants aussi, je me pose aussi la question de savoir quels adultes vont-ils devenir quand leur enfance aura été bercée bien sûr par tout ça, mais aussi par les images que moi j'ai en tête où ils entraient beaucoup au déchocage parce qu'ils ont dû comprendre que cette pièce, on était toujours un peu très occupés. Et ils entraient et puis passaient entre les cadavres ou les personnes en train d'être réanimées ou des personnes qui n'allaient pas bien pour essayer d'attraper des gants, faire des ballons, essayer d'attraper des seringues et jouer avec l'eau dehors, l'eau de pluie. Donc ces enfants vont se souvenir quand même et qu'ils ont joué au milieu de morts. J'ai très peur pour leur développement psychologique quand tout ça sera fini, parce que tout ça se terminera. Comment vont-ils grandir? Qu'est-ce qu'ils vont garder comme séquelles psychologiques? C'est-à-dire qu'il faut qu'on parle bien évidemment des séquelles physiques, puisqu'il y a beaucoup d'amputés, et ce n'est pas fini. Parce que, comme on dit, c'est un nid de bactéries, cet hôpital. Aujourd'hui, il faudrait le fermer. Il faudrait le fermer, le désinfecter du sol au plafond. Et il a une capacité, je crois, de 315 lits, si je ne dis pas de bêtises. Il faudra en entrer 315. Aujourd'hui, on est quasiment à 1000 patients selon les jours. Il faudrait le fermer, le désinfecter, le nettoyer, changer le matériel, jeter tous ces matelas en tissu qui ont absorbé du sang depuis plusieurs jours, qui ne sont jamais nettoyés, ils n'ont pas de désinfectant. Il faudrait, c'est l'hôpital européen, il faudrait faire quelque chose pour cet hôpital et les autres d'ailleurs, et ensuite, et d'abord aussi, surtout pour les enfants qui sont dans un état physique et psychologique catastrophique, mais qui ne les empêche pas d'être adorables. C'est-à-dire qu'au moment du départ, quand on montait dans les minibus, une petite fille m'offre un bracelet. Je lui dis non, tu en as peut-être plus besoin que moi. Elle m'offre le bracelet et me demande de faire un message pour ma fille en me disant c'est pour ta fille. Elle avait retenu le prénom de ma fille et elle a fait une petite vidéo. Elle dit Maïssa, je t'offre ce bracelet, garde-le précieusement, tu me le rendras quand vous aurez le droit de revenir. J'ai sa vidéo, elle est trop mignonne. Donc moi, tous ces enfants-là, à un moment donné, ce monde doit ouvrir les yeux et se dire ok, il se passe ce qui se passe. Moi, je n'ai pas les compétences politiques ou autres pour en discuter, mais il y a des enfants. Ça devrait être la limite de tout être humain, en fait. Moi, c'était la mienne avant d'y aller, c'était la mienne. J'étais bien contente d'apprendre qu'il y avait des urgences pédiatriques et des urgences autres, adultes, sauf que ce n'est pas respecté. Vous vous doutez bien qu'en service d'orthopédie, il y a du viscéral et vice-versa. Là, on ne cherche plus le service, on cherche la place. C'était ma limite. Je n'ai pas eu le choix parce que j'étais dans l'action et je me suis dit on verra ça plus tard. Mais il devrait y avoir une limite que tout être humain devrait se poser, c'est celle des enfants. Comment est-ce qu'on peut douter de l'innocence d'un enfant? Je pose la question, comment est-ce que je peux aujourd'hui venir devant vous et vous expliquer que c'est pas normal qu'un enfant de 7 ans soit tétraplégique parce qu'il a reçu une balle dans les cervicales? Est-ce qu'il faut vraiment que j'étaye mon propos et que je vous dise que c'est inhumain? Je sais pas, je pose des questions. Est-ce que c'est normal qu'il faille que je vous dise que cette maman diabétique, son bébé est décédé et elle l'a suivi 24 heures plus tard, laissant orphelin de sa mère un enfant de 4 ans, parce que cette guerre ne lui a pas permis de recevoir les traitements? Il faut que j'explique que c'est inhumain, vraiment. C'est de devoir le faire vraiment depuis une semaine, depuis mon retour. Je me dis, il y a quelque chose où c'est moi qui ne vais pas bien, où il y a un problème quelque part. Donc j'en appelle à vous tous, à tous ceux qui peuvent faire quelque chose. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Parce que c'est déjà trop tard. Même en arrêtant aujourd'hui, là, c'est déjà trop tard.
on a une génération entière d'handicapés physiques, mais pardon, mais et sur le plan psychologique, comment vont-ils faire? C'est, comme l'a dit Shems, il y a beaucoup de patients qui sont arrivés avec une... Alors, Shems, je crois que c'est toi qui l'as anesthésié. Un jeune homme qui, sur le souffle d'une explosion, a fait un vol plané de plusieurs mètres, qui se retrouve avec les 2 jambes fracturées et brûlées. Il arrive aux urgences. Le chirurgien plastique n'était pas disponible. J'ai réussi à avoir l'ortho, j'ai pas réussi à avoir le chir plastique. Le chir plastique qui est opéré, le temps qu'il arrive aux urgences, que le patient soit pris en charge, il a dû attendre 24 heures, par manque de tout ce qu'on sait déjà. Il a été opéré le lendemain, ce qui devait être des fractures des 2 jambes, avec des fixateurs externes, s'est retrouvé avec des amputations aux cuisses pour syndrome des loges. Tu te souviens de ce patient? Il avait 19 ans. Donc il a amputé des 2 jambes, syndrome des loges. Qu'est-ce qui va se passer pour ce jeune homme? Ça ne va jamais se fermer. Je n'ai vu aucune plaie d'amputation fermée. Elles sont toutes béantes, nécrosées. J'ai en souvenir, je crois que c'est toi Khalid qui parlait des conséquences sur vous, ou toi, Shams, Bara, qui est revenu de Al-Aqsa, pleurait. Il est rentré le samedi, avant notre départ. Il pleurait, pourtant il est... Voilà. Il pleurait parce qu'il a, comme il dit, sauvé la vie d'un bébé de 8 mois, qui a eu les deux bras arrachés, il lui reste que la pince, donc c'est lui qui l'a opéré, il a dû lui amputer, parce que comme c'est une explosion, donc il faut parer la plaie et amputer proprement. Mais elle n'a plus de famille, et il pleurait, il me dit, je lui ai sauvé la vie, mais est-ce que je lui ai vraiment sauvé la vie? Elle n'a plus de famille, elle a personne. Cet enfant, elle a 8 mois. Et il pleurait, il me dit, en fait j'ai opéré parce qu'il y avait le bloc, il fallait le faire, et puis après je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais peut-être dû la laisser mourir. Merci. Moi, je sais que le temps va vite et qu'il faut qu'on finisse. Je suis Nizar Badran, je suis chirurgien et vice-président de l'association Palmed. Alors tout à l'heure, M. Hiji, notre président, a présenté Palmed un petit peu, mais il a oublié de dire, ou il n'a pas voulu le dire, que lui-même a un témoignage à présenter. Il était à Gaza pendant la guerre, il a passé un mois entier, 4 semaines, parce qu'il était par hasard dans sa famille 10 ans après une absence. Donc elle a vécu vraiment 4 semaines d'enfer. Elle était dans la ville de Gaza, à Rimal. Sa maison familiale a été bombardée, détruite. Et une partie de sa famille a été tuée. Et il était mis avec le reste de sa famille sur le chemin de l'exil pour aller à Rafah lui-même. Il ne l'a pas dit, mais je le dis à sa place aujourd'hui. Moi, je voudrais simplement reprendre un petit peu quelques mots sur le projet de Palmed. Mais avant de parler du projet de Palmed, je voudrais quand même signaler que cette guerre contre les civils n'est pas par hasard, et c'est une volonté préméditée d'attaquer les civils. Ce n'est pas du tout une attaque parce qu'on cherchait les terroristes, que par hasard, par erreur, on touchait les civils, mais vraiment on visait les civils. On vise à détruire les hôpitaux, pour détruire les infrastructures palestiniennes, pour rendre Gaza comme un territoire impossible à vivre, pour que les gens puissent par la suite fuir, soit maintenant, soit plus tard, quand le territoire de Gaza ne sera pas, ne permet pas une vie normale. La situation sanitaire à Gaza, on n'en a pas parlé, mais je vais le dire assez rapidement. Il y a 3 catégories de patients. On peut dire à l'LBC de guerre, il y a les bombardements, il y a tout ce que s'ensuit, ce qu'on voit arriver aux urgences, mais aussi il y a les maladies chroniques. On n'oublie pas, moi j'étais allé à Gaza plusieurs fois, je connais tous les hôpitaux là-bas, et on a monté avec Palmed une unité d'hémodialyse et une autre unité de transplantation rénale. Donc on a une unité de greffe à l'hôpital Shefa, on a une unité d'hémodialyse dans le sud, à Khan Younes, et on a plusieurs centaines de malades qui étaient hémodialysés. Et moi j'ai parlé il y a 2 jours avec un de mes collègues néphrologues et qui me dit, je ne sais pas comment c'est devenu, comment vous faites pour hémodialyser, mais elle me dit il n'y a plus pratiquement malheureusement d'hémodialysés parce qu'ils sont tous morts. Ah bon, je dis, le problème est réglé, ils ne sont plus là. Pratiquement, la majorité n'est plus là pour être hémodialysée parce qu'on ne peut pas le faire.
Donc, on est un petit peu dans cette situation. Des gens qui ne sont pas comptabilisés dans la guerre, mais ils sont morts quand même. C'est les maladies chroniques, l'hémodialyse, c'est les autres maladies chroniques, le diabète, etc., qui ne sont pas du tout prises en charge. Donc, leur état se dégrade et ils sont morts quand même. Donc, il y a beaucoup plus de morts par maladie qui ne devaient pas l'être que par la guerre elle-même. Aussi, il y a les maladies, maintenant, troisième catégorie des maladies, c'est les maladies qui sont inventées par la guerre, parce que la guerre, elle apporte beaucoup de mal, mais elle apporte aussi des maladies. Et la maladie de la guerre, c'est la pauvreté, la promiscuité, la sous-alimentation, le problème des femmes qui accouchent, et les enfants qui rattrapent des maladies contagieuses, les bronchiolites, et il y a un taux de mortalité très important aussi parmi eux, dû simplement aux pathologies qui sont nées à cause de la guerre. Donc, si on comptabilise tout ce monde-là, à mon avis, il faut multiplier le chiffre de morts officiels par 3 ou par 4. Alors, là, on a présenté un petit peu nos témoignages, mais qu'est-ce que nous souhaitons, qu'est-ce que nous attendons de vous, enfin de la France, d'une certaine façon, dans ce conflit. À notre avis, il faudrait d'abord agir de la sorte que la politique française actuelle soit en conformité avec les valeurs de la France. Les valeurs que la France a toujours mis en avant, et il a raison de le faire, mais il faut vraiment se mettre en conformité avec ça, sinon on va dire fraternité, liberté, égalité, mais en l'autre côté, on va autre chose. Il faut abandonner la politique de 2 poids, 2 mesures, parce que nous aussi, on écoute la radio, on sait très bien qu'il y a la guerre d'Ukraine. On est au courant, on a appris ça, que l'Ukraine a été considérée par les Russes comme un territoire, comme un pays qui pratiquait l'extermination des Ukrainiens d'origine russe, et c'est à cause de ça que la Russie a attaqué l'Ukraine et s'est permis d'attaquer, de vouloir occuper tout le pays sous ce prétexte-là. Alors les Européens n'ont pas trouvé ça comme justification logique, tandis qu'en Palestine, on accepte ça, on accepte de justifier d'occuper tout un pays et le détruire par prétexte qu'il y a une partie des gens qui font des crimes. Donc ça aussi, les 2 poids 2 mesures, aussi dans la compréhension des structures du problème. Nous vous demandons de certaine façon de revenir un petit peu plus dans la politique, j'ai dit traditionnelle de la France, que Jacques Chirac ou François Mitterrand ou Charles de Gaulle nous avaient habitués d'être un petit peu, disons, un peu médiane et équilibrés. Nous pensons aussi au Parlement européen, que nous prenons comme exemple, par exemple, Joseph Borrell, qui a bien compris le problème et qui défend à longueur de journée sa position sur le chaîne. Et ça, c'est une position vraiment à méditer, à étudier. Et c'est ces positions-là, c'est vers ces positions-là qu'il faut aller. Alors, nous voulons, je ne veux pas très très long, mais on a le projet de faire venir en France des blessés, des enfants blessés. Alors, ces enfants blessés, c'est à la suite d'un discours de Monsieur le Président de la République où il a proposé que 50 enfants puissent être acceptés en France et soignés en France. Sur les 50 enfants, nous, on a entendu ce discours, comme tout le monde, et on était allé au ministère des Affaires étrangères pour un petit peu nous renseigner comment les choses se passent. Et on nous a dit qu'on ne peut pas tellement parce que les frontières sont fermées, qu'on ne peut pas faire venir beaucoup de gens, et qu'au final, quand on se renseignait très bien, on a su qu'il y a une dizaine d'enfants, je ne sais pas exactement combien, qui sont arrivés, et qui sont arrivés à partir des hôpitaux égyptiens, parce que les frontières sont fermées, tandis que nous avions compris qu'on allait faire venir des enfants de Gaza, pas de ceux qui sont déjà sortis de Gaza, parce que ceux qui sont sortis, ils ont déjà des hôpitaux qui les soignent. Donc, notre proposition sur ce point de blessés, des enfants blessés, c'est que les hôpitaux français et les maires des villes qui le souhaitent peuvent très bien demander à leurs hôpitaux d'accepter de recevoir 3 ou 4 enfants palestiniens pour les soigner, j'allais dire sans avoir le besoin de faire toute une histoire pour recevoir 50 enfants. C'est pas beaucoup. Il y a beaucoup d'hôpitaux, si je vais prendre 3-4, sans passer par le ministère, ça on le fait déjà, sans passer par le gouvernement, on peut très bien recevoir, il suffit de demander simplement qu'il y ait un visa pour la famille et pour les accompagnateurs et pour les patients.
Et Palmed, nous sommes prêts à nous débrouiller pour recevoir des enfants. On l'a déjà fait en Suisse. Je vous signale que notre branche en Suisse, nos collègues là-bas, ils ont réussi quand même à faire venir 15 enfants palestiniens des hôpitaux pour se faire soigner en Suisse. Et c'est passé à la télé, tandis que ceux qui sont là en France actuellement, ils passent nulle part. Personne n'est au courant, mais même pas vous. Personne au courant qu'il y a 10 ou 11 enfants palestiniens, parce qu'on les fait venir, mais alors on les enferme de cette façon, parce qu'il ne faut pas qu'on les voit, il ne faut pas qu'on leur pose des questions. Pourquoi vous êtes là? Comment ça s'est passé? Moi, j'aurais aimé qu'un hommage soit rendu aux enfants palestiniens martyrisés, qui étaient blessés, pareil, comme on a déjà fait un hommage aux autres victimes, de venir nous dire telle personnalité politique, ministre de la Santé ou un autre, ou madame, etc., puisse aller rendre visite à un enfant blessé dans les hôpitaux français. Il y en a une dizaine. On peut aller rendre visite. Moi, j'ai appelé ce matin un hôpital. Ben, ils sont toujours là. On peut aller les voir et leur poser des questions, voir les poser aux parents, et que l'on parle un petit peu, parce qu'on ne parle pas du tout, comme si c'était un secret d'État. Nous demandons à la France, si vous voulez, quelque part, de fonder des frontières. Et quand on a le droit de vote aux Nations Unies, demander que les frontières de Gaza soient ouvertes. Pas dire l'Égypte ne veut pas ou Israël refuse ça. Il faut faire de la pression pour que ça fonctionne. Créer une zone de sécurité, permettre la sortie des blessés, mettre un hôpital de campagne, par exemple, en Égypte. Pourquoi pas en Égypte? Pourquoi l'Égypte refuse? On peut très bien aussi aller opérer en Égypte. Et pourquoi laisser les malades mourir sous prétexte qu'on ne peut pas faire? C'est-à-dire, on ne peut pas rentrer, on ne peut pas sortir, on ne peut pas. C'est toujours on ne peut pas. Et en attendant, comme disait Iman tout à l'heure, ben, les gens meurent. Hein. Il n'y a pas beaucoup de solutions à résoudre. Donc, en dehors de notre projet des blessés, nous avons un projet de centres médicaux que Palmed a mis en place. Nous avons 14 centres médicaux, 10 centres fixes à Rafah et 4 centres mobiles, c'est-à-dire des ambulances, qui sont actuellement en cours de montage et de fabrication et qui commencent à fonctionner. Et nous avons vous les avez visités. Hein. Et nous avons des centres qui fonctionnent avec les médecins sur place. Parce qu'il y a des médecins aussi qui étaient déplacés du nord vers le sud et ils sont quelque part, entre parenthèses, au chômage. Parce qu'ils n'ont pas de moyens de travail. Donc nous, en Palmed, on a essayé, par les moyens qu'on a, de monter des centres médicaux avec nos collègues palestiniens sur place. Et ça, c'est un projet que nous souhaitons qu'il soit soutenu par vous et pas par les autorités françaises. On l'a déjà présenté, mais bon, on va voir comment ça va aller et qu'on puisse le faire fonctionner. Et nous souhaitons permettre aux chirurgiens déplacés de pouvoir opérer. Donc, il faudrait quand même équiper 2 salles opératoires à Rafah, en plus de ce qu'ils ont. Et ils n'ont pas grand-chose parce qu'ils n'avaient pas prévu de recevoir 1 200 000 personnes. Et il y a beaucoup de malades à opérer. Et il y a des chirurgiens, il y a des anesthésistes, mais il n'y a pas d'hôpital. Il n'y a pas des lieux dans lesquels ils peuvent opérer. Tandis que nous pouvons, sur un hôpital déjà existant, comme l'hôpital Najjar ou l'hôpital koweïtien, créer ou utiliser 2 salles opératoires pour opérer ces gens-là. On a le personnel, mais on n'a pas le matériel. Donc ça, c'est un projet que je vous demande de nous aider pour le réaliser. Et pendant la guerre, alors après la guerre, j'espère que la guerre s'arrête un jour, le cessez-le-feu total est permanent instauré, c'est notre revendication, et il va falloir reconstruire, y compris reconstruire les hôpitaux. Et là, on espère que vous retrouvez encore une fois, dans la reconstruction des hôpitaux, des soins aux Palestiniens, des soins primaires, des vaccinations, l'eau, l'électricité, l'alimentation, et créer une dynamique pour l'avenir. La cause palestinienne, je finis après, est devenue la première cause de liberté dans le monde. Et Nelson Mandela l'avait déjà rappelé en son temps. Je vous rappelle, au XVIe siècle, Montaigne, qui est un philosophe français que j'aime bien personnellement, dans ses essais, il a écrit dans un chapitre qu'il appelle les cannibales, il a écrit « Nous », quand il parlait des Indiens d'Amérique en 1550, c'était le début de la découverte de l'Amérique, il défendait les Indiens à son époque en disant « Nous les pouvons donc bien appeler barbares, eu égard aux règles de la raison, mais pas eu égard à nous qui les surpassons en toutes sortes de barbarie. » Merci. Merci. Merci d'être venu. On est vraiment désolé, mais
on a un collègue qui nous a prêté cette salle et qui doit maintenant avoir une réunion, donc on va pas pouvoir prolonger très longtemps. J'ai juste une question à vous poser. Alors, Iman a répondu là-dessus. Vous êtes parti depuis une semaine, les bombardements se sont intensifiés. Est-ce que vous avez eu factuellement des nouvelles de ce qui se passe là où vous étiez depuis une semaine? Vous pouvez rapidement les donner, mais vraiment... Je reste en contact par WhatsApp avec des gens qui sont à l'hôpital européen et des gens qui habitent encore à Rafah. Hier et avant-hier, c'était très dur. Ils n'ont pas dormi de la nuit. Il y a eu, première nuit, je pense, une centaine de morts. Et la deuxième, 73. En plus des blessés. Les dires de mon collègue, pareil, j'ai eu des retours par WhatsApp. Et j'aimerais bien vous alerter aussi sur le sort de l'hôpital Nasser, qui actuellement, il est encerclé. Et comme certains d'entre vous le savent, il y a des tirs de sniper directement à l'intérieur de l'hôpital. Et il y a 2-3 jours, il y a un chirurgien qui a été blessé à l'intérieur de l'hôpital. Ça, on a vu ça nulle part. Voilà. Et cet hôpital, il n'est pas encerclé depuis une semaine, mais même nous, quand on a été, il était déjà encerclé depuis une semaine. Donc ça veut dire en fait... Alors, il y a un truc qui m'a choqué, c'est que quand l'hôpital Al-Shifa était encerclé, d'accord, les collègues, ils n'avaient pas en fait de nourriture ni d'eau. Donc qu'est-ce qu'ils buvaient? Ils buvaient en fait ce qu'on appelait le G5. Le G5, en fait, c'est du glucosé, c'est des poches qu'on donne aux malades, et ils s'alimentaient avec ça, c'est-à-dire ils buvaient ça. Et je pense que c'est le cas actuellement à l'hôpital Nasser, parce que je trouve que on a beaucoup parlé en fait de l'hôpital européen, mais ce qui se passe à l'hôpital Nasser là actuellement, c'est un drame. C'est un, je sais pas comment on peut qualifier ça, mais en tout cas en fait c'est quelque chose qu'il faut prendre vraiment en considération. Merci. Vous avez posé l'autre fois à chaud au Caire. Je vous ai demandé pour vous, est-ce qu'on était dans un risque de génocide? Vous confirmez que pour vous, il y a un génocide en cours? Pour ma part, oui, il y a un génocide qui est en cours. Et je pense que pour mes collègues aussi, c'est pareil. Effectivement, il y a un génocide qui est en cours. Tout le monde le sait. Voilà. Et c'est ce qui est choquant, en fait, c'est ça. C'est qu'on a l'impression que ça bouge, mais pas. Alors, je vous remercie, vous nous avez reçus ici et que vous faites ce que vous pouvez, pour faire entendre la voix, en fait, de ces gens. Et qui ne demandent que ça, en fait, parce que la plupart, ils ne comprennent pas. Ils disent, mais qu'est-ce. D'accord, ok, il y a des problèmes, mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter tout ça? C'est énorme, c'est disproportionné. Merci. Ah oui.